cher invité, tu l'as nommé Adrien Régnier-Laurent. Donc, cher Adrien, puisque nous passons de prénom en prénom, eh bien, ça tombe bien dans la petite présentation, puisque effectivement vous êtes le remplaçant de celui qui était annoncé, mais l'histoire reste la même, puisque vous représentez tous les intérêts de CIC Market Solutions. Vous êtes économiste, Adrien, le micro, je vous le cède, et maintenant on vous écoute avec beaucoup d'attention. Vous avez besoin de la petite zapette, oui. N'hésitez pas. Déjà, merci beaucoup Stéphane pour cette invitation ici. C'est toujours un plaisir de venir dans la région. Donc, je me présente, je suis Adrien Régnier-Laurent. Donc, qu'est-ce que c'est économiste au CIC, comme on le fait avec donc Benoît Rodriguez qui était prévu pour venir ici et qui s'excuse, mais qui est souffrant depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'on fait? On a comme mission de surveiller, monitorer les marchés financiers de manière quotidienne et d'essayer de comprendre quels sont les enjeux économiques qui peuvent influer, d'essayer de les comprendre et mieux ensuite d'essayer de les anticiper, de voir comment la croissance va évoluer, comment les prix vont évoluer, comment les taux d'intérêt qui nous intéressent tous et auxquels on est soumis vont évoluer, et puis derrière aussi de comprendre comment les parités de change, les marchés financiers, etc., auxquels vous pouvez avoir recours, peuvent évoluer. Donc voilà, c'est ce qu'on fait au sein du CIC, et ce scénario, en tout cas les hypothèses avec lesquelles nous on travaille, que je vais partager avec vous cet après-midi. Autant vous dire que nous, on les considère crédibles, parce qu'on les utilise au sein même de notre banque Crédit Mutuel et CIC. C'est ce qu'on utilise en interne, c'est ce qui est audité par la BCE. Donc tout nous conduit à essayer de construire le scénario le plus fidèle, le plus crédible possible, et aussi quand même avec un petit biais de prudence quand même. Si on peut mettre le jeu de slide juste derrière moi, s'il vous plaît. C'est vrai que si on prend un petit peu de recul, on était, on va dire, au cours de l'année dernière, en 2024, si on se prend un petit peu de regard dans le rétroviseur, on était on paraissait être enfin à un moment où, en tant qu'entreprise, on pouvait enfin espérer un petit peu plus de visibilité. Fini les chocs successifs qu'on avait pu connaître, le Covid, la remontée de l'inflation, la guerre en Ukraine, la hausse des taux directeurs et le ralentissement de la croissance qui s'en est suivi. On commençait à avoir une inflation qui se normalisait, donc des hausses de prix qui étaient moins fortes que par le passé, une croissance qui repartait un peu de l'avant et des banquiers centraux qui commençaient à réduire un petit peu les taux directeurs et donc redonner un peu d'air aux économies. Sauf que bien évidemment, s'est ajouté à ça deux écueils politiques quand même majeurs. Le premier qu'on connaît très bien, qui est la situation politique française avec la dissolution et une situation très instable désormais qui réduit la visibilité. Et le deuxième, qui est encore peut-être plus globalisant, notamment du point de vue des marchés financiers, c'est le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et un rebattage des cartes massif sur beaucoup de sujets. Et c'est peut-être avec ce sujet-là qu'il faut commencer pour se faire une idée de savoir vers où on va. Vous voyez le titre de cette présentation, la fin de la partie n'est pas encore sifflée. Pourquoi? Parce que c'est vrai que sur le sujet américain, on a un Donald Trump depuis quelques mois qui globalement avait pu nouer des accords commerciaux, qui avait pu nouer un accord budgétaire aussi aux États-Unis, qui avait même pu participer en tout cas à réduire un peu une partie des tensions géopolitiques, je pense notamment au Moyen-Orient. Alors désolé pour l'image un petit peu oppressante, mais globalement, c'est vrai que ce qui compte toujours, c'est d'essayer de savoir maintenant quelle va être la suite pour Donald Trump. Et on voit bien qu'on n'est quand même pas totalement dans quelque chose de stabilisé, notamment sur la partie commerciale, parce que malgré tous les accords commerciaux qu'on a pu passer, que vous voyez qui sont globalement sur cette zone-là, on a quand même encore pas mal de partenaires américains, et donc sur les échanges commerciaux internationaux, toujours une certaine forme d'imprévisibilité. Et on le voit bien notamment depuis quelques jours avec la Chine, les marchés financiers ont été pas mal perturbés par l'annonce vendredi dernier, notamment en fin de journée, d'une nouvelle mesure de Donald Trump de remonter les droits de douane de 100% supplémentaires. Attention, c'est bien 100% supplémentaires vis-à-vis des importations en provenance de Chine. Pourquoi ça? On avait quand même dans l'idée qu'il fallait se méfier un petit peu parce qu'en fait, les discussions avec la Chine, on avait l'impression que ça s'était normalisé, mais c'était qu'une trêve, c'était qu'une pause dans les discussions, avec une trêve qui était valable jusqu'au 10 novembre. Et donc, comme par hasard, maintenant qu'on s'approche un petit peu de cette date, on rentre de nouveau dans une phase un petit peu de négociation, de posture de négociation, où chacun remonte un petit peu ses armes. Côté américain, c'est plutôt des droits de douane,
Mais côté chinois, oui, ça y est, un petit peu de délai, c'est peut-être pour ça. Désolé. Côté chinois, l'arme, c'est pas tant des droits de douane, c'est plutôt le contrôle d'exportation sur des minerais qui sont essentiels à l'économie mondiale et sur lesquels la Chine a la main mise, et je pense notamment aux terres rares. Parce que quand vous regardez ces graphiques ici, c'est l'extraction des minerais stratégiques. Déjà sur les terres rares, la Chine en maîtrise une bonne partie, la quasi-totalité, mais c'est encore plus vrai quand vous regardez la partie raffinée en Chine. Vous voyez la mainmise de la Chine en rouge sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment sur les matières technologiques. Et donc globalement, on rentre de nouveau dans cette phase de montée des tensions, mais pour nous, ça reste surtout une posture de négociation. C'est très habile. C'est beaucoup plus facile d'arriver à la table des négociations en ayant ajouté de nouvelles menaces pour faire des concessions, puisqu'il vous suffit de les retirer. Alors que si vous n'en avez pas mis avant, un peu comme ce qu'a pu faire notamment l'Union européenne en discutant à Donald Trump, c'est quand même plus compliqué pour donner des concessions aux partenaires. Et donc globalement, on considère qu'on reste dans quelque chose de temporaire. Pourquoi aussi? Parce que des deux côtés, économiquement, ça n'est pas viable. Notamment côté américain, parce que si vous agglomérez avec les 100% de droits de douane supplémentaires, ça veut dire que si vous prenez en moyenne le taux de droits de douane appliqué aux États-Unis, on est sur à peu près 30%. À ce niveau-là, 30%, vous êtes face à une situation où on est plutôt dans la zone où le risque de récession, donc de rechute marquée de la croissance économique, risque de l'emporter sur l'effet notamment de hausse des prix de l'inflation. Et donc Donald Trump, on a du mal à l'imaginer quand même qu'il aille se présenter dans à peu près 1 an maintenant à des élections de mid-term aux États-Unis en ayant une croissance qui est fortement rechutée et une inflation très élevée. Il ne faut pas oublier qu'en 2024, un de ses axes aussi pour se faire réélire, c'était d'expliquer qu'il allait mieux contrôler l'inflation que son prédécesseur Joe Biden. Donc, de ce point de vue-là, ça participe à alimenter l'hypothèse qu'on reste dans une posture de négociation et qu'on va revenir sur quelque chose de plus soutenable pour l'économie américaine, autour de 15% en moyenne de droits de douane américains. Après, 15%, ce n'est pas non plus une excellente nouvelle, hein, parce que 15%, ça veut dire que par rapport à là où on en était juste avant que M. Trump revienne à la Maison-Blanche en janvier dernier, vous passez de 2,5 à 15. Ça ne va pas se faire sans conséquences. Il va y avoir des conséquences négatives, bien évidemment, mais il y a aussi quand même une partie de conséquences positives. La plus logique, c'est celle de permettre d'alimenter des recettes pour l'État fédéral américain. Le reste du monde va contribuer à financer une partie des dépenses de Donald Trump et notamment du nouveau budget qui a été validé ici à l'été dernier et qui permettra de nouvelles baisses d'impôts fiscales aux États-Unis, notamment pour les ménages. Vous voyez, cette partie grise qui représente les revenus supplémentaires des droits de douane, ça permet d'équilibrer le budget. Et heureusement qu'il y a eu ça, parce que sans ça, on aurait eu un niveau de déficit américain qui aurait été sensiblement beaucoup plus inquiétant pour les investisseurs financiers, avec des répercussions potentiellement importantes pour nous, Européens, parce que les marchés financiers sont quand même beaucoup interconnectés. Mais là, avec cet équilibre-là, on reste sur quelque chose d'assez proche de la situation qui prévalait avant Donald Trump. En rouge, c'était avant que Donald Trump revienne au pouvoir. En vert, c'est la situation actuelle. Après, ça ne reste pas formidable, hein. On est sur un déficit américain qui est à peu près à moins 6% du PIB. Franchement, même par rapport à la situation française, on n'est pas dans quelque chose de très très confortable. Et pour les coups, les conséquences négatives de la politique américaine de droits de douane, c'est surtout d'augmenter et de remettre des pressions sur les prix. Parce qu'à la fin, il y a bien quelqu'un qui va payer la facture. Oui, certains importateurs ou exportateurs peuvent en prendre en partie une partie du coût, mais le plus gros, ça va être transféré auprès des prix de vente et donc au consommateur final américain et les ménages américains. Et pour ça, on voit d'ailleurs depuis quelques mois les statistiques américaines d'inflation, que ce soit ici sur l'inflation totale PCE, on a une remontée du niveau d'inflation aux États-Unis et notamment via les biens durables, hein, qui reprogressent de manière assez sensible. Et ça, c'est la concrétisation des droits de douane américains et c'est pas fini. C'est vraiment en cours de transmission. Et ça se fait aussi avec un moment où le marché de l'emploi américain est plutôt dans une phase de ralentissement. Donc les ménages américains, ils ont quand même beaucoup de choses plus difficiles en ce moment à encaisser, c'est-à-dire moins de création d'emplois, vous voyez ici, et des niveaux des prix, et donc des impacts sur le pouvoir d'achat plus négatifs. Après, pour autant, est-ce qu'on est vraiment à risque sur le marché de l'emploi américain de se dire qu'on va avoir un niveau de tension qui est tellement faible qu'on va avoir des salaires américains qui vont s'effondrer?
Nous, on considère que non. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie aussi de ces faibles créations d'emplois qui ne sont pas liées qu'à une croissance économique qui est plus faible, mais aussi parce que c'est beaucoup plus compliqué de trouver de la main-d'œuvre aux États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a aussi une politique migratoire en ce moment qui est extrêmement restrictive. Donc, entre ça, plus une natalité qui, comme dans le reste des pays développés, n'est pas fameuse, on a une difficulté pour les employeurs prochainement à trouver des salariés. Et vous le voyez d'ailleurs dans la part des travailleurs nés à l'étranger dans la population active, qui était déjà d'à peu près 20%, et ça fait des années que ça remonte. Donc la croissance américaine, elle tient depuis plusieurs années aussi parce qu'il y a de l'immigration. Et ben c'est en train de rechuter assez nettement. Et le seuil, on va dire, qui permet de création d'emplois, qui permet d'équilibrer le marché du travail américain. Avant, il fallait créer au moins 150, 160 000 emplois par mois pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail. Aujourd'hui, avec cette politique migratoire restrictive, on est sur un niveau beaucoup plus faible, de 30 000 créations, d'après les dernières estimations que l'on a depuis la semaine dernière. Donc, on a quand même une situation un peu complexe du côté américain, avec l'idée qu'on a une croissance économique qui va quand même être pénalisée au cours des prochains mois par cet effet notamment néfaste d'une inflation plus forte et de création d'emplois plus faibles. C'est ce qu'on signifie ici par la courbe rouge, évolution du pouvoir d'achat, c'est-à-dire les salaires réels. Salaires réels, c'est l'évolution des salaires auxquels vous retranchez l'inflation. Ça vous donne une bonne idée de comment évolue le pouvoir d'achat des Américains. Forcément, la consommation qui évoluait à plus de 3%, ça va être plus compliqué au cours des prochains mois d'évoluer à un niveau aussi sensible. Par contre, on reste, vous voyez, relativement constructif en termes de perspective pour les États-Unis, avec une croissance qui devrait rester autour de 1% et remonter un petit peu en 2026, parce qu'en 2026, on aura les effets plutôt positifs de l'impact budgétaire de Donald Trump et des nouvelles baisses d'impôts, notamment pour les ménages, les baisses de charges fiscales pour les prestations sociales par exemple, ou pour les pourboires, et c'est une bonne partie de la rémunération dans certains secteurs aux États-Unis. Donc une croissance économique qui peut tenir à cet horizon-là, fin 2026, sachant qu'en plus de ça, il ne faut pas négliger qu'on a toujours un effet positif d'entraînement de l'investissement aux États-Unis. Il y a une partie qui s'est beaucoup calmée depuis qu'on avait beaucoup parlé de l'IRA, du fameux plan de relance de Joe Biden, Inflation Reduction Act, qui avait très clairement porté les investissements dans les infrastructures. Ça, c'est désormais derrière nous. Ça évolue en territoire négatif depuis le retour de Donald Trump. Mais il y a autre chose qui a pris le relais. Vous voyez ici, notamment les équipements et la propriété intellectuelle. Et ça, c'est un effet d'entraînement de l'intelligence artificielle, beaucoup plus marqué aux États-Unis que chez nous. Quand vous voyez les évolutions des investissements privés en matériel informatique, la quasi-totalité du rebond récent, c'est de l'IA. Donc ça, c'est une vraie force de rappel pour la croissance américaine de ce point de vue-là. Si on passe aux conséquences maintenant pour les activités les plus proches des nôtres, et notamment en Europe. Ici, on se concentre notamment sur la zone euro. On a eu quand même une bonne nouvelle au cours des dernières semaines, derniers mois, c'est quand même d'avoir été en capacité de valider un accord commercial. C'était vraiment nécessaire pour éviter en tout cas pour écarter les scénarios extrêmes de récession en Europe, parce qu'on aurait eu un impact sur la confiance des entreprises beaucoup trop fort. Je ne dis pas que la confiance des entreprises est incroyable, vu les perspectives, mais si on n'avait vraiment eu pas d'accord et un Donald Trump qui potentiellement pouvait nous rajouter, en fonction de son humeur, des droits de douane sectoriels sur la pharmacie, sur l'automobile, en plus des droits de douane existants, ça aurait été beaucoup plus compliqué d'avoir une croissance européenne en territoire positif. Là, avec la validation de cet accord, au moins on se prémunit de ça, au moins temporairement. Donc c'est quand même globalement une bonne nouvelle. Après, bien évidemment, cet accord, il est bien loin d'être parfait. Notamment parce qu'on a acheté du temps, probablement pour une durée quand même assez limitée, parce que vu les engagements qu'a pris l'Europe, notamment en achat énergétique, 750 milliards de dollars sur 3 ans, il va falloir les respecter. Pour respecter ça, ça veut dire qu'on se met à acheter 80% de notre énergie qu'auprès des États-Unis. Autant vous dire qu'on a du mal à voir comment ça va être réalisable. Quand Donald Trump va se rendre compte que ce ne sera pas totalement le cas, peut-être à peu près dans un an, on risque d'avoir de nouveau un petit peu de soucis sur le plan commercial avec les États-Unis. Mais bon, dans l'entre-deux, on a quand même quelque chose avec un petit peu plus de visibilité. Et surtout, il faut quand même digérer une relation commerciale qui est maintenant sensiblement différente. Avant, on exportait aux États-Unis avec 3% en moyenne de droits de douane. Maintenant, c'est 15%. Donc, même si on reste constructif sur la croissance
européenne, la courbe rouge que vous avez ici, le prochain mois, c'est encore un peu d'absorption de ces éléments quand même un petit peu plus défavorables. Et d'ailleurs, on le voit dans les indicateurs d'activité économique les plus avancés dont on dispose ici, c'est les enquêtes PMI. Les enquêtes PMI, ce sont des enquêtes auprès des directeurs d'achat des entreprises. Globalement, ici, avec la barre de 50, quand vous êtes au-dessus, l'activité croît. Quand vous êtes en dessous, l'activité décroît. Vous voyez qu'on n'est pas sur des niveaux fantastiques encore. On est encore sur une croissance extrêmement faible, voire nulle. Mais pour autant, une fois qu'on aura passé ces éléments d'absorption et d'habitude au nouveau contexte international, on a quand même une tendance de croissance qui repart un petit peu d'ici l'horizon 2026. Pourquoi ? Parce qu'on a des moteurs domestiques qui sont encore bénéfiques. Quand vous êtes une économie développée comme la France, la zone euro ou les États-Unis, la croissance du PIB, telle qu'on la mesure, c'est aux 3/4 à peu près de la consommation. Donc quand vous avez ces fameux salaires réels, cette évolution du pouvoir d'achat grosso modo, qui est en territoire nettement positif comme c'est le cas en ce moment, historiquement, vous n'avez pas de récession. Et vous avez une activité qui est plutôt en croissance. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu forcément beaucoup d'effets positifs, notamment en France, parce qu'il y a des taux d'épargne. Les ménages utilisent ça surtout pour augmenter leur épargne. Et donc, on a assez peu d'effets positifs, mais au fur et à mesure qu'on éloigne quand même les incertitudes, notamment, je parle commercial, on pense qu'il va y avoir un petit peu plus d'utilisation. Alors, en France, ce sera très probablement beaucoup, beaucoup moins le cas. Et de ce point de vue-là, on a été plus prudent sur nos perspectives compte tenu de l'instabilité durable politique que l'on a. Mais j'y reviendrai dans un instant. Et le deuxième moteur quand même qu'on a de croissance en Europe, c'est quand même un investissement qui est toujours porté par les plans de relance européens, plus tard ensuite par les plans de relance notamment que vous avez pu entendre en Allemagne, qui sont quand même très très significatifs. Alors ça ne viendra pas porter la croissance européenne de manière extrêmement rapide, mais ça va être quand même un soutien quand même important. Et puis on a quand même un tout petit peu d'entraînement quand même quand on voit la propriété intellectuelle, d'entraînement de l'IA aussi en Europe. Et puis surtout, on avait un secteur qui était extrêmement pénalisant pour la croissance européenne depuis plusieurs trimestres, c'est la construction, qui va l'être de moins en moins au cours des prochains trimestres, quand vous voyez que maintenant la baisse des taux directeurs déjà qui a été faite depuis un an, elle a redonné un petit peu de marge de manœuvre, et on a des demandes de crédit immobilier au sein des banques, des permis de construire qui repartent de l'avant. Donc un frein économique quand même qui va peu à peu se réduire de ce point de vue-là. Et aussi également, pour soutenir la croissance européenne, une productivité qui est ici en bleu, qui était en territoire très négatif et qui repart un petit peu en territoire positif. Donc, si on met tout ça au global, ça nous donne une croissance européenne que vous avez ici qui reste quand même sur des niveaux relativement modestes et qui repart plus nettement. Alors, c'est plutôt sur la fin de l'année 2026, on a à peu près dans cette zone-là, mais pour quelque chose quand même assez modéré, avec des disparités très importantes entre les pays, parce que clairement, le moteur de la croissance européenne, il est plus français, il est plus allemand en ce moment, il le sera peut-être un petit peu les prochaines années avec le plan de relance, mais il est plutôt dans le reste de l'Europe, notamment en Espagne, où il y en a une croissance assez forte. On reviendra sur le cas de la France dans quelques instants. Je voudrais juste vous dire un mot de l'inflation, parce que c'est vraiment un enjeu central pour les taux d'intérêt, pour les marchés et pour nos activités, à toutes et tous. Parce que la Banque Centrale Européenne, elle choisit son taux directeur en fonction de l'inflation. Son but, c'est qu'il soit autour de 2%. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la désinflation rapide qu'on a eue liée à la normalisation, notamment sur l'énergie, en partie les prix alimentaires, aussi un fret maritime qui s'est un petit peu normalisé, on a une inflation qui est désormais plutôt aux alentours de 2%, donc conforme à la cible. Donc en ce moment, les banquiers centraux européens se disent, il n'y a plus vraiment de nécessité d'augmenter les taux directeurs ou de les baisser, on peut rester au niveau actuel. Néanmoins, nous, on est beaucoup plus prudents sur les prochains mois. Pourquoi ? Parce que vous avez une partie de la désinflation. Quand je dis désinflation, ça veut dire ralentissement de l'inflation. Ça ne veut pas dire prix qui baisse. Les prix qui baissent, c'est la déflation. C'est quand on est en territoire négatif ici sur l'évolution des prix. Il y a une partie de la désinflation qui n'est pas encore terminée, notamment sur les prix des services. Sur les prix des services qui évoluent encore à un niveau assez élevé. Et je pense que je ne vais pas apprendre grand-chose pour le coup à une partie d'entre vous, parce que quand vous êtes une entreprise de service, ce qui fait l'évolution de votre coût de production, entre guillemets, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas les matières premières, ou c'est assez peu l'évolution du fret. C'est le coût de la main-d'œuvre. Et de ce point de vue-là, en termes de niveau d'évolution des salaires, on n'est pas encore au bout de la normalisation aussi sur cet élément-là. Les dernières données constatées, elles sont ici. On est juste ici.
Ici, c'est de la projection des indicateurs fournis par la BCE. Vous voyez qu'on a encore un petit peu de chemin de baisse des salaires et donc a fortiori des prix des services et de l'inflation, et ce même alors qu'on conserve un taux de chômage qui est globalement assez faible. Donc pour la Banque Centrale Européenne, vous avez une inflation qui risque de passer sous la cible, sachant qu'en plus de ça, il y a plutôt des risques baissiers compte tenu du contexte international. Je pense notamment à la modification de la structure des importations avec la guerre commerciale. Parce qu'avec une Chine qui doit désormais avoir des débouchés beaucoup plus faibles aux États-Unis, puisque ça s'est refermé, il faut bien qu'ils en trouvent d'autres. Et ils envoient les produits ailleurs. Et on voit d'ailleurs que dans l'évolution des importations en zone euro, il y a un pays pour lequel on augmente nos importations de manière beaucoup plus rapide que les autres, c'est la Chine. Or, en Chine, les entreprises, elles ont des prix à la production qui ralentissent, qui évoluent en territoire négatif. Donc on a plus de chances avec ça d'importer des prix faibles que des prix élevés. Surtout que ces importations, on va les payer avec un euro qui est beaucoup plus fort depuis le début de l'année. Donc on va les payer encore moins cher. Donc là aussi, on risque plutôt d'importer une inflation beaucoup plus faible. Donc pour tous ces éléments-là, nous on considère que l'inflation, qui est en ce moment aux alentours de 2%, on risque d'aller un cran en dessous et ça aura des conséquences pour les taux d'intérêt auxquels vous êtes soumis et les décisions de politique monétaire. J'y reviendrai dans un tout petit instant. Un regard maintenant de comment nous on analyse les enjeux français, notamment au regard des conséquences pour les marchés financiers et aussi sur les conséquences pour la croissance française. Bien évidemment, vous savez tous très, très bien ici qu'on est dans une situation politique extrêmement fragile. On a depuis quelques jours des concessions qui sont faites et qui laissent espérer qu'on ait un budget, on ait un gouvernement qui soit en capacité de fonctionner et de trouver un budget. Mais ça, pour le coup, pour nous, ce n'est pas vraiment une surprise. Dans le sens où ça fait à peu près plusieurs trimestres qu'on considère, en tout cas au sein de l'équipe et avec mes collègues, qu'il faut tabler sur un effort de réduction des déficits publics beaucoup moins fort que les chiffres qui vous ont été initialement présentés. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, cette situation politique fragile, elle nécessite de faire des concessions. Et qui dit concession, dit beaucoup moins d'efforts budgétaires. Donc très probablement que le 4,7% de déficit qui avait été esquissé par M. Lecornu au moment où il a été nommé, on va être beaucoup plus bas. On sera sur quelque chose de moins favorable. Probablement plutôt aux alentours de 5%. La bonne nouvelle, entre guillemets, si je peux quand même donner une pointe quand même d'optimisme sur ce sujet-là, qui est quand même très compliqué, on en conviendra tous, c'est que les marchés financiers, ils ont déjà tenu compte de ça. Ils ont déjà très bien compris qu'on était face à une situation compliquée pour longtemps et qu'on avait un risque sur notre dette plus important que par le passé. Ça s'est traduit sur la prime de risque qu'ils exigent pour acheter de la dette française. Cette prime de risque, on la mesure comment ? On la mesure entre l'écart entre les taux souverains de la France et les taux souverains de l'Allemagne, qui est considérée comme la dette la plus sûre en Europe. Vous voyez que cet écart-là, il a eu tendance à beaucoup augmenter. Là, on était à peu près 25-30 points de base. Ça veut dire 0,2 et 0,3%, concrètement, d'écartement avec l'Allemagne. On est désormais à 80, 0,8. Et ça, c'est un niveau qui est beaucoup plus cohérent à notre sens et on pense qu'on va y rester durablement. Parce que quand vous regardez ce que ça veut dire par rapport aux notations dont on a l'habitude par les fameuses agences de notation, quand vous êtes à 80 points de base, vous êtes ici pour la France. On a mis en rapport ici l'écartement des taux avec l'Allemagne, donc la prime qui est exigée sur les marchés financiers et les notations des agences. Vous voyez que quand on place les différents pays, il y a comme une droite de logique comme ça qui se dessine. La France, en ce moment, est ici, avec les 80 points de base des marchés financiers. Donc ça veut dire que c'est comme si les marchés financiers avaient déjà dégradé de au moins 3-4 crans supplémentaires par rapport au niveau actuel en avance. Ils ont pris de l'avance sur les agences de notation. Donc c'est un niveau qui nous paraît quand même globalement plus acceptable et qui limite le risque pour le coup qu'on ait de nouvelles envolées sur les taux souverains français et donc par répercussion pour les nôtres, entreprises ou banques. Et la deuxième conséquence, bien évidemment, je l'évoquais tout à l'heure, c'est d'avoir une incertitude qui va être plus marquée que dans le reste de l'Europe. Et donc, on a une croissance économique qui est beaucoup plus grévée que le reste de l'Europe. Qui n'est pas nulle, parce qu'on a quand même l'effet d'entraînement du plan de relance allemand, d'une consommation quand même qui peut tenir, mais qui clairement ne va pas revenir à son potentiel, qui est à peu près autour de 1% en ce moment. Sur les pays émergents, on a assez peu de temps, donc je vais en dire un mot très rapidement, juste pour vous dire surtout que...
Il y a un homme malade au sein des pays émergents en ce moment, c'est bien évidemment la Chine, qui avait déjà beaucoup de problèmes à tenir ses rythmes de croissance de 6-7% comme elle avait par le passé, parce que quand elle a eu des problématiques sur le secteur immobilier, quand vous faisiez à l'époque 6-7% de croissance en Chine, il y avait un tiers de ça, c'était que de l'immobilier et de la construction. Donc forcément, quand vous avez un secteur comme ça qui est en difficulté, c'est très compliqué. La Chine parvenait à tirer son épingle du jeu en ayant recours notamment au commerce extérieur. Or ça, aujourd'hui, avec le retour de Donald Trump, c'est là aussi beaucoup plus compliqué. Heureusement, ils prennent des mesures de soutien budgétaire et monétaire assez importantes pour soutenir la croissance économique. Et quand on voit les indicateurs PMI, ça tient. On n'est pas sur une croissance qui s'affaiblit de manière notable, mais on n'est pas à penser qu'on va avoir une croissance chinoise qui va reconnaître les niveaux d'avant-crise. On est plutôt sur un affaiblissement graduel de la croissance chinoise parce qu'elle a une démographie en réduction. Elle a un affrontement commercial avec les États-Unis, des ménages chinois qui sont très très prudents dans leur manière de consommer, une inflation très faible. Bref, on retrouve un peu les caractéristiques économiques du Japon des années 80. On sait comment ça a fini en termes de croissance économique pour le Japon. Il n'y a pas de quoi être extrêmement positif de ce point de vue-là. Quels sont les impacts donc, sur les classes d'actifs qui peuvent vous intéresser et avant de vous laisser la parole pour d'éventuelles questions, les conséquences que l'on a, je vous disais tout à l'heure, on a une inflation américaine qui est très élevée et un marché de l'emploi qui ralentit, mais qui va être quand même contenu par cette offre de travailleurs qui est beaucoup plus compliquée via la politique migratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque américaine, centrale américaine, la Fed, elle peut encore baisser un petit peu les taux directeurs, mais pas beaucoup. Ou en tout cas pas autant, nous, d'après ce qu'on pense, par rapport à ce que peuvent anticiper les investisseurs financiers. Côté européen, pour être plus proche de nous, là, pour le coup, on a des risques baissiers sur l'inflation encore, comme je vous le disais. Donc ça veut dire que pour la BCE, on pense qu'on va avoir une baisse de taux supplémentaire par la BCE pour aller vers 1,75 de taux dépôt. Et d'ailleurs, on commence à voir apparaître au sein des gouverneurs, je pense notamment au gouverneur de la Banque de France, il y a encore quelques heures, qui évoquait effectivement ces fameux risques baissiers sur l'inflation. C'est en train peu à peu de se mettre en œuvre. Et donc ça veut dire quoi pour les taux d'intérêt auxquels on est soumis toutes et tous? Ça veut dire que sur les taux très courts, on a encore un petit peu de potentiel de baisse. Sur les taux de court terme à 2 ans, ici on est sur les taux souverains, mais globalement on suit à peu près les mêmes dynamiques. On a encore un petit peu d'effet d'entraînement aussi vers le bas, mais c'est une histoire extrêmement temporaire, parce qu'à moyen terme, on est dans un monde où les taux directeurs, et ça c'est très important, ne reviendront pas au monde d'avant. Nous, on a dans l'idée que le taux d'équilibre, on va dire celui quand tout va bien, pour la BCE, il est en ce moment aux alentours de 2,25%. Donc très clairement, très loin de là. Pourquoi on est dans cette situation-là? Parce qu'on a structurellement des forces inflationnistes beaucoup plus fortes que par le passé. Un marché de l'emploi qui est plus contracté, plus tendu à cause de la démographie, d'une immigration qui est faible aussi, de produits alimentaires et énergétiques ou encore de biens durables qui sont affectés par le changement climatique. Et nous, en tant que banque, on est très bien placé pour savoir que ça a des coûts, notamment sur les services de l'assurance. Donc même dans les prix des services, vous avez des effets plus haussiers. Vous avez aussi des impacts liés à cette fin de mondialisation qui avant pesait sur les prix de manière baissière, qui est plutôt globalement en train de se terminer quand on voit les droits de douane et la volonté des Européens de mieux garantir les chaînes d'approvisionnement. Bref, une inflation plus forte, la BCE va essayer de les combattre avec des armes plus fortes aussi. Et donc des taux directeurs qui vont rester plus élevés que par le passé et qui graduellement sont plutôt sur une tendance haussière si on se projette à moyen long terme, là, dans plusieurs années. Et donc ça veut dire que pour les taux souverains, oui, on a un petit passage de baisse en ce moment d'ici la fin de l'année, mais ensuite, d'ici 2026, on se reprojette sur une tendance graduelle de moyen long terme de remontée. Donc ça reste assez temporaire de ce point de vue-là. La France en bénéficiera également parce que, comme je vous le disais, à 80 points de base d'écart entre les taux allemands et taux français, on considère qu'on est dans quelque chose qui price suffisamment bien
les risques politiques et surtout budgétaires beaucoup plus fournis que l'on a désormais. Si vous avez des questions sur d'autres sujets, bien évidemment, on y reviendra. Un petit mot sur les obligations, les taux d'entreprise que vous avez ici. Attention, en termes de niveau, ça ne correspond pas forcément à ce que vous pouvez avoir chez vous. Ici, on est sur un segment bien spécifique, les obligations d'entreprise notées sur les marchés à 5 ans. Mais globalement, on est sur une tendance similaire à celle des taux souverains. Il y a des tendances différentes des fois quand on a notamment des récessions économiques, où là, pour le coup, les taux des entreprises remontent beaucoup plus fortement que ceux des États. Ce n'est pas le cas comme on l'a vu dans notre scénario. Donc on reste sur quelque chose de, on va dire, un aplatissement et graduellement, à moyen long terme, une remontée progressive. Sur la principale devise, la principale parité de change qui est l'euro-dollar, on anticipe une BCE qui doit encore un peu baisser les taux. Et pour nous, des investisseurs qui tablent sur trop de baisses de taux directeurs, c'est-à-dire qu'on a eu tendance à faire trop baisser le dollar récemment. Donc on est plutôt sur une stabilisation d'ici la fin de l'année. Mais à moyen long terme, si on se projette notamment à fin 2026, plutôt un euro qui doit retrouver des couleurs face au dollar. Pourquoi, vous me direz, alors que pourtant on reste avec une croissance économique qui va être quand même beaucoup plus faible en absolu en Europe qu'aux États-Unis? Parce que ce qui compte pour les devises à moyen long terme, ce qui fait la force d'une devise par rapport à une autre, c'est les déséquilibres budgétaires et commerciaux. Vous les avez ici, États-Unis à gauche, zone euro à droite, donc l'euro à droite. Dans les deux cas, avantage à l'euro. Un excédent commercial. Alors ça peut nous paraître très étonnant pour nous Français parce que c'est beaucoup moins le cas en France, que ce soit sur le sujet budgétaire ou le sujet commercial, mais à l'échelle de la zone euro, on a un excédent commercial. On a un solde budgétaire aussi qui est beaucoup plus mesuré que celui américain que j'évoquais tout à l'heure à 6%. Donc de ce point de vue-là, plutôt des forces positives pour l'euro face au dollar et aussi face à d'autres devises. Si vous avez des questions spécifiques, j'y reviendrai bien évidemment. Un petit point rapide sur les marchés d'actions, où pour le coup, malgré quand même notre scénario constructif de croissance, on est beaucoup plus prudent en ce moment sur les marchés d'actions, notamment européens, sur lesquels il ne semble plus vraiment y avoir de potentiel de progression, parce que les attentes de résultats nous paraissent un petit peu trop optimistes en ce moment. Donc avec un peu de recalage, on trouve qu'on est quand même un petit peu au bout. Côté américain, ça peut encore être porté un petit peu par l'effet de l'entraînement de l'IA, et on le voit ces derniers jours avec les derniers résultats des entreprises. Mais voilà, quelque chose qui reste quand même beaucoup plus modeste que l'envolée qu'on a pu connaître ces dernières années. Qu'est-ce qu'on va surveiller comme enjeu d'un point de vue marché financier et enjeux économiques? Vous l'avez compris, c'est surtout des enjeux de banque centrale, la réunion de la BCE ici et notamment en décembre. Pour la France, des sujets autour de la notation, bien évidemment. Sur les sujets commerciaux, le 10 novembre, avec la fin de la trêve commerciale avec les États-Unis. On a un sujet aux États-Unis très spécifique sur l'indépendance de la Fed vis-à-vis de Donald Trump avec et la question des droits de douane aussi, pardon. Et enfin aussi à surveiller, parce que c'est quand même pas très loin de chez nous, le vote du budget en Allemagne, avec notamment la question de est-ce qu'on va vraiment avoir autant de relance que ce qui avait été annoncé en début d'année. C'est important de ce point de vue-là pour les perspectives de croissance de manière assez sensible. Voilà pour moi, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. J'ai essayé d'avoir été le plus bref, le plus concis possible pour tenir les délais de la journée et surtout pour vous laisser la place. Adrien, c'était parfait, les applaudissements vont vous accompagner et on va quand même, Adrien, vous solliciter. On va se mettre, tiens, près du soleil, viens, face au public. Je ne l'ai pas ramené le soleil. Non, mais on est bien, mais on est très... Ici, il fait toujours beau. C'est comme ça, tout est dans la tête. Si vous avez des questions à poser à Adrien, Réli et Laurent, vous n'hésitez pas, c'était très clair. Moi, j'ai une question pour un mot. Une question pour un mot. Adrien, quand on est économiste, quel est votre mot préféré? Anticipation, je pense. Je pense que c'est un autre mot. Mais je prends anticipation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on en profite puisque Adrien est là, il va repartir d'ici très peu de temps. Ne soyez pas timides, nous sommes entre amis, Stéphane. Absolument. Donc n'hésitez pas, vous avez des questions, vous pouvez lever la main, on va vous tendre un micro. Vos voix sont magnifiques, vous allez voir, elles sont toutes calibrées. Adrien, une chose à rajouter ou on a fait le tour, sachant que c'était extrêmement clair, extrêmement précis, extrêmement cadré. J'ai essayé, mais après je peux en parler pendant des heures, donc c'est vous qui voyez. Non, alors non,
Non, parce qu'on n'a pas toutes les heures devant nous, mais on prendra rendez-vous. Et est-ce qu'on peut vous appeler pour vous en parler au téléphone pendant des heures le soir? Ouais, il faut pas hésiter. Faut pas hésiter, mais quoi qu'il en soit, on vous remercie. Merci beaucoup, CIC, Market Solutions. Vous avez du talent et on vous applaudit encore.